toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Cet épisode a été enregistré à distance, j'espère que cela n'entachera pas votre plaisir d'écoute. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Théophile Sénégas, fondateur de Vanquish Invest. À travers cet épisode, Théophile revient sur la genèse de sa passion et plus particulièrement pour la course automobile transmise par son père et son grand-père. Vous découvrirez aussi le parcours d'un passionné qui a touché du bout du doigt son rêve de devenir un jour pilote. Sans vous spoiler, Théophile dévoile les coulisses du monde de la course automobile et sa difficulté d'accessibilité. Et c'est avant tout le reflet du parcours d'un jeune passionné qui n'a jamais cessé de croire qu'il est possible d'être payé pour rouler. Sur cette dernière phrase énigmatique, je vous laisse profiter de cet épisode riche en anecdotes et en enseignements. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Théophile fait allusion sur Instagram, @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Théophile. Salut Yann. Tu vas bien? Ouais, nickel. Et toi? Eh ben super, je suis ravi de t'accueillir dans La Boîte à Gants. Moi aussi également, ça me fait très plaisir. Je suis honoré de ça. Est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots pour les gens qui connaissent pas encore? Ouais, moi je m'appelle Théophile Sénégas. J'ai créé aujourd'hui ce qui s'appelle Vanquish Invest. En fait, j'aide les passionnés à être payés pour rouler. On aura l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis voilà, gros passionné de voiture, bien évidemment. Et cette passion, pour toi, elle remonte finalement à l'enfance. Ouais, comme beaucoup de passionnés, pour moi, ça prend racine quand j'étais petit. L'odeur de l'essence, les bruits de voiture dans la rue, tout ça. Donc, ouais, c'est venu assez jeune, on va dire. T'avais un grand-père aussi qui accumulait pas mal les voitures qui n'étaient pas forcément toutes roulantes, Ouais, mais qui en avait pas mal, je crois. c'est ça. En fait, les chiens font pas des chats. Moi, de mon côté, j'ai mon grand-père qui est un assez grand fan de voitures, de caisses. Mon père également. Même si on n'a pas exactement la même, on va dire, la même philosophie, la même vision de la passion. On la vit chacun à sa façon, mais ouais, il a quelques petites voitures et sympathiques et du coup c'est venu en partie de ce moment-là, ma passion. Et justement, c'est intéressant, tu parles de vision, enfin en tout cas de manière de vivre sa passion. Ouais. Par exemple, ton père ou ton grand-père, comment ils la vivent par rapport à toi? Quelles sont les différences? Ouais, ben écoute, moi je sais que moi une passion elle est faite pour être vécue et c'est un peu ce qui a donné lieu après à ma petite carrière en sport auto. Pour moi, une voiture, c'est fait pour être roulée, c'est fait pour être ressenti, pour voyager avec, tu vois, pour faire ce dont au final, c'est pourquoi elle a été faite, elle a été construite. Et après, voilà, mon père et mon grand-père, c'est plus l'accumulation, l'investissement aussi. Et par exemple, mon grand-père a peut-être 6 voitures, dont 3 qui roulent, tu vois. Donc moi, je sais que j'ai une voiture, elle roule parfaitement, et c'est en ce sens que je vis ma passion, c'est-à-dire, pour moi, je roule tant que je peux rouler et j'en profite au maximum, en fait. On reviendra justement tout à l'heure à la manière dont tu peux te faire plaisir en voiture, Ouais. pouvoir rouler ces voitures de rêve. Enfin, en tout cas, c'est quand même d'une certaine manière des voitures de rêve. Ouais. Mais justement, tu y faisais allusion tout à l'heure. Tout ça a démarré aussi par j'ai envie de dire ce court passage, mais c'est pas si court que ça, parce que ça a vraiment eu de l'importance dans ta vie. Carrément. En Formule 4. C'est ça, ouais. Carrément. En fait, la dernière fois, j'ai repensé un petit peu d'où ça venait cette passion pour le sport auto. Parce qu'à la base, on est vraiment passionné d'automobile, mais il n'y a pas forcément tous les passionnés qui se destinent à vouloir devenir pilote professionnel. Mais moi, je sais que c'est venu de... mon père travaille chez Total, service lubrifiant, et du coup, quelquefois, il m'a un peu, comment dire, invité parmi ses clients pendant des incentives, en fait, des événements pour les clients sur des circuits. Parce que Total, à l'époque, était pas mal engagé sur la compétition. Et en fait, je me rappelais que la première fois où j'ai été vraiment confronté au sport automobile, c'était au World Series by Renault au Castellet en 2014, il me semble, ou 2013. À ce moment-là, t'as quel âge, juste pour situer un petit peu? À ce moment-là, je dois avoir 14 ans ou 15 ans. Okay. Et j'ai la chance de participer au World Series, qui était le championnat européen de monoplace et de GT à l'époque. Et en fait, je me retrouve sur la pit lane et sur la grille de départ
avec pour moi, ce qui était les plus belles formules de promotion, c'était les Renault 3.5, les V8, des voitures de dingue. Et il y avait notamment Magnussen et Sainz qui étaient sur la grille. Et j'ai vu ça et je me suis dit putain, ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc vraiment de fou, et ça a vraiment éveillé quelque chose en moi, un désir inébranlable et vraiment puissant de faire comme eux en fait. Je voyais qu'ils vivaient de leur passion et qu'ils étaient payés pour le faire, pour rouler. Et je me suis dit waouh, comment ils font? C'est quoi l'idée? Comment je peux arriver à faire de même en fait? Et justement, entre ce moment-là, ce petit déclic, et le moment où tu te retrouves dans un baquet en Formule 4, qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu as eu la chance, parce que c'est une chance, d'avoir des parents qui t'ont laissé aussi vivre tes rêves. Tu y reviendras par la suite, parce qu'il y a quand même eu des contraintes. Ouais. Comment ça se passe un peu? Explique-nous le process. Oui, bien sûr. Et là, c'est le premier chapitre, je vois ça, je capte que c'est vraiment quelque chose de puissant, que c'est absolument ce que je veux faire dans ma vie. J'étais pas encore fixé sur l'idée de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie en termes professionnels, hein, mais je savais que c'était autour de l'automobile, mais comment est-ce que j'aurais pu articuler ma carrière autour du sport auto? J'ai eu aussi la chance du coup de partir avec mon grand-père et mon père on va dire en pèlerinage à Maranello, dans la région de Modène, où pareil, je suis arrivé à Maranello sur le circuit de Fiorano, où il me semble que c'est Ouais, c'est Fiorano. Fiorano. Et je vois pareil le junior team de Ferrari avec des gars qui roulaient en F3, et ça m'a encore plus conforté. Je suis allé visiter après Lamborghini, Ferrari, Maserati, même Pagani. J'ai eu la chance de rencontrer monsieur Pagani, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Horacio Pagani, je crois, si je dis pas de bêtises. Horatio, voilà, c'est ça. Et donc du coup, je suis rentré de ce voyage plein les yeux, plein d'étoiles dans les yeux, pardon. Et je crois que c'est un an après, donc on est en 2014. Je découvre comment dire, un documentaire sur France 4 sur l'Autosport Academy, ce qui s'appelait à l'époque l'Autosport Academy, donc ancien volant Elf et aujourd'hui FFSA Academy. Et je suis rentré de l'école septembre 2014, il me semble, avec la traditionnelle question qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta vie? Et je vois ça le soir même et je me dis waouh, une école comme ça, c'est dingue, c'est en France, et en plus apparemment tout le monde peut prétendre à la rejoindre. Donc ce que je fais, et c'est le début des emmerdes pour mes parents et du bonheur pour moi, quoi, en gros. Voilà comment ça se passe le tout début. Tu fais en sorte d'être dans les sélections pour la prochaine promo. Tu fais quoi? Tu t'envoies un mail? Comment ça se passe? Ouais, en fait, carrément, j'y vais au culot. Je me dis de toute façon, t'as rien à perdre. Phrase un peu bateau, mais en même temps, c'est vrai. J'envoie un mail je crois que c'était le directeur de l'école à l'époque, et il me répond une semaine après. Il me demande quelles sont entre guillemets mes références, quelle est mon expérience en compétition. Bon, moi, depuis que j'ai 8 ans, je fais du karting de loc, mais j'ai jamais fait de temps de ma vie, même encore aujourd'hui. J'ai un bon coup de volant, une petite expérience en karting avec le CE de l'entreprise où travaillait mon grand-père. Donc j'ai fait pas mal de compétitions en loc, mais finalement pas grand chose. Donc on va dire que je dis que j'ai fait comment dire, j'avais fait un championnat régional de location. En tout cas, j'ai essayé de broder le truc un peu pour que ça passe comme ça. J'avais menti en disant que j'avais fait du 2 temps, c'est pas bien, faut jamais mentir, mais en même temps, j'ai dit que j'en avais fait un petit peu, et que mis à part ça, des heures et des heures de simulateur. J'ai dit simulateur, mais en vrai c'était ma PS3. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai bien brodé le truc, et je dis à mes parents, ben voilà, j'ai envoyé un mail, j'attends un retour. J'ai expliqué que j'ai fait un peu de compétition, que je suis hyper déterminé et que je pense que je peux y arriver. Maintenant, papa, maman, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais surtout ils sont embêtés parce que tu as une réponse qui est positive, donc on t'invite à faire les sélections. C'est ça, ouais. Avec les enfants de pilotes quand même assez connus en plus. Carrément. Donc du coup, réponse positive de la part de l'école. Je ne sais par quel miracle, mais en tout cas, ils me disent OK, ils me donnent les dates des prochaines sélections pour participer à la saison prochaine. Et me voilà monté au Mans avec ma mère, mon beau-père. Et j'arrive.
donc à l'Autosport Academy. Moi, j'habite du côté d'Aix-en-Provence, dans le sud. On pouvait s'en douter un petit peu avec l'accent d'ailleurs, hein. Aix-en-Provence, ça sent les cigales quand même. Ouais, voilà. Et un petit peu quand même. Et du coup, bon, ma mère monte plus pour me faire plaisir en disant bon, comme ça, plus tard, il pourra pas me reprocher de pas avoir essayé. Comme ça, il va voir de son propre chef, de son œil, que c'est pas possible qu'il a pas les compétences. Et je le fais parce que le rêve, c'est une part importante, mais il va vite se rendre compte que c'est pas possible. Moi, je dis clairement, j'y allais vraiment parce que je savais que j'allais y arriver. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y avait aucune place au doute. Et donc du coup, j'arrive, je suis reçu par le gars avec qui je communiquais par email. Donc là, on est au Mans, il fait froid, je connais personne. Le mec m'introduit plus ou moins aux ingénieurs et au staff de l'Autosport Academy. Il me montre un peu les locaux. Donc là, il y a les cours de gym, là, enfin, il y a la musculation, là, il y a les garages, il y a la salle de cours pour les étudiants et les résidents. Et même pas 15 minutes après être arrivé, je commence déjà à mouler mon baquet dans la F4. J'étais jamais monté dans une voiture comme ça. La seule fois où j'en avais vu une, c'était, une monoplace, c'était au World Series et à la télé ou encore à Maranello. Donc là, je suis vraiment ouais, je suis vraiment l'élément central du truc. Donc ça fait vraiment quelque chose de puissant quand t'es passionné, quand t'es jeune, t'es un peu submergé par le truc, mais tu essayes ouais, de garder un peu la face, de faire comme si t'étais pas touché, de rester sérieux, professionnel, du haut de tes 16 ans. Et tu moules, enfin voilà, moi je moule le baquet pour en fait faire les essais du lendemain. Je vais faire des tests d'essayage parce que j'avais pas de combinaison, j'avais rien, j'avais pas de casque Ouais. et tout. J'avais juste acheté des vêtements unifugés, des sous-vêtements unifugés. Et là, je rentre dans le vestiaire et je vois effectivement le fils de Bertrand Gachot, donc un ancien pilote de F1, Giuliano Alesi, le fils de Jean Alesi, et il me semble qu'il y avait Camille Laliberté, le fils également du milliardaire canadien Guy Laliberté. Donc j'arrive là et je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous là? euh... Moi à la base, je suis dans mon petit lycée du Var, tu vois. Bon, ok, je les salue tous et puis au final, voilà, je passe la soirée tranquillement à l'hôtel avec ma mère et mon beau-père et j'attends le lendemain avec grande impatience. On pourrait peut-être faire une petite aparté sur qu'est-ce que la Formule 4, Ouais, comment ça s'inscrit en fait dans les différentes catégories de sport automobile. bien sûr, Je sais que c'est pas clair pour tout le monde et toi tu l'expliques absolument. plutôt bien, donc comment tu le résumerais ça? Alors écoute, pour arriver, enfin en tout cas espérer arriver en F1, tu as plusieurs, on va dire, catégories, un peu comme au foot. Tu n'arrives pas directement en Ligue 1 ou en F1. Tu as des formules de promotion que sont l'échelon le plus bas, le premier step, c'est la F4. Après, tu avais la F3, et maintenant tu as la F2, et puis jusqu'à la F1. Donc on va dire que c'est la 4e division pour arriver à la F1. Mais c'est déjà des super engins pour se faire plaisir. Une F4, il n'y a aucune voiture, on va dire, road legal qui la tient sur circuit. Et du coup, c'est quand même un engin assez sympa. À l'époque, c'était les 1,6 litre qui sortaient 160 chevaux et ça Ouais. faisait 450 kilos. Ouais, Donc c'était déjà c'est clair. des petites armes assez sympathiques, redoutables sur circuit, quoi. Sachant que là, on est dans la catégorie donc en monoplace, mais tu as aussi les GT et les prototypes C'est ça. pour vraiment expliquer globalement. Exactement, ouais, c'est ça. Donc la première école, c'est le karting. On verra par ailleurs qu'au final, le karting, pour beaucoup de gars qui étaient avec moi en F4, mais au final, c'était beaucoup plus cher qu'une saison en F4 juste. Donc, il y en a beaucoup qui sont orientés vers le karting, vers la F4, pardon. Mais ouais, c'est le premier step pour entamer et pour prétendre à une carrière en monoplace. Ok, et donc là, pour reprendre un petit peu le fil de ton histoire, le lendemain, tout excité, j'imagine que t'as pas dû dormir des masses. Ouais, pas tellement. Franchement, je t'avoue que j'étais comme un dingue. Bah écoute, j'arrive, je prends le métro, j'arrive à l'Autosport Academy, donc qui est dans le technoparc des 24 heures du Mans, qui est à peut-être 100 mètres à vol d'oiseau du circuit Bugatti. Et du coup, j'arrive.
On m'explique un peu comment la journée va se dérouler. On me présente mon ingénieur et mon mécano pour la journée. Et nous voilà arrivés dans les stands. On fait, on va dire, l'équivalent de 2-3 tours en minibus pour un peu connaître la trajectoire du circuit. Moi, au préalable, j'avais quand même téléchargé sur mon ordi des vidéos de ce qu'on appelle le on-board, euh, pour un peu se familiariser avec le circuit, parce que je connaissais pas le tracé en fait du circuit. Donc j'avais pris des caméras embarquées que j'avais un peu poncé dans le train, un peu regardé à fond pour essayer de me familiariser avec le tracé. Et là, voilà, on fait 3 tours en minibus, et puis vient le moment de se mettre dans la voiture et de faire le job, quoi, tout simplement. Donc voilà, t'arrives, c'est un truc de dingue. Moi, je crois que c'était la première année où il y avait les palettes qui étaient mises en place. Avant, c'était une boîte séquentielle qui était à la mano. Et là, c'est des palettes. T'as zéro assistance, bien sûr, en termes de freinage. Également, en termes de pédale à l'accélération, d'accélération, t'as aucun système d'anti-patinage également. Donc, c'est vraiment toi et la voiture, quoi. Là, il y a pas grand-chose de plus pur, et c'est vraiment le pilote qui doit faire la différence. Et c'est aussi pour ça que la catégorie est comme ça, c'est monomarque, c'est vraiment le pilote. Comment tes débuts se déroulent? Donc du coup, j'arrive pour le premier run, et tout de suite, je me sens bien. Déjà, faut comprendre que ça a rien à voir avec les vidéos qu'on voit en on-board. À l'intérieur, c'est vraiment démultiplié à 100%. Moi, le truc le plus puissant que j'avais roulé, c'était un karting de location. Donc là, ça pousse, mais du feu de Dieu, c'est un truc de dingue, vraiment. Surtout à 16 piges. Et je fais mon premier run. Donc du coup, tous les fils de pilotes qui étaient là. Et tout de suite, bien dans le jeu, tout de suite, j'arrive à être dans le rythme, je fais pas d'erreur, j'essaye d'être à l'écoute de ce que me dit l'ingé, j'essaye d'être propre dans mes trages pour pouvoir en fait, gagner du rythme petit à petit sans vouloir brûler les étapes et on va dire griller un train de pneus d'entrée en voulant être couteau, tu vois. Donc du coup, le premier run se passe, ça se passe étonnamment très très bien. Le mec me redemande à mes parents et qu'est-ce que j'avais fait avant d'être là aujourd'hui. Donc ils disent que au final pas grand-chose. Le mec acquiesce sans vraiment dire ah bon, enfin voilà, un peu sceptique. Et au final, la journée se passe, les ingés sont plutôt satisfaits de mon taf. Au début, je roulais à 10 secondes des chronos, et à la fin, je crois que je suis une seconde plus vite que les gars qui étaient là avec moi la journée, quoi. Donc, superbe courbe de progression. En plus de ça, pour la petite anecdote, il y avait un mec qui était là pour se faire kiffer. C'était un mec qui s'appelait Stéphane, qui est tennisman handisport de haut niveau, qui a gagné Roland plusieurs fois. Ok. Et je pense qu'entre fédération de tennis, fédération du sport auto, il s'était entendu pour qu'il fasse une journée de roulage, et ça s'était tombé avec nous du coup. Et moi, ce gars, forcément, roule beaucoup moins fort que nous. Et elle arrive à un moment donné où du coup, je le rattrape juste avant la chicane Dunlop. Je mettrai des photos pour les gens qui voient pas. Ouais. Et en fait, il fait un tête à queue dans la chicane. Et moi, j'étais à 30 mètres derrière et je plante les freins, une grosse attaque de frein, quoi, pour freiner. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de laps de temps pour l'éviter. Il était vraiment en travers de la piste, et en plus, à côté, sur les points de freinage, il y avait un ingénieur qui était là pour regarder un peu de l'extérieur comment on prenait les trages, et mes parents. Donc là, tu as la voiture en travers, moi qui arrive à plus de 2,30, et l'objectif, c'est de l'éviter. Et je sais pas pourquoi, pareil, un peu état de grâce, le mec, je l'évite, je sais pas comment, peut-être c'est pas ça, peut-être à 20 centimètres, peut-être moins, et c'est aussi ça qui a fait que les mecs ont dit ok, bon il est pas seulement rapide sur un tour, il peut aussi entre guillemets dealer avec les aléas qui peut se passer sur une piste, quoi. Donc c'est aussi ça qui avait retenu leur attention. Parce que là, tu dis donc que le test était positif. Concrètement, ça veut dire que suite à ces détections,
Tu te retrouves dans un des 20 baquets, je crois, si je dis pas de bêtises, en F4. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je finis ma journée donc avec une seconde devant les fils de pilote là, et je rentre dans le bureau du directeur, et le mec me dit ouais bon voilà il y a quelque chose. Je me rappellerai toujours de son expression. Il m'a dit ok là c'est pas déconnant. En disant ok le gars bon il a peut-être un potentiel, il y a peut-être un truc. Juste pour préciser, à ce moment-là, on est en 2015, t'as 17 ans, t'es en première, quelque chose comme ça, non? C'est ça, ouais. Ouais. On est fin 2014, décembre 2014, et la saison commence février 2015, Ok. il me semble. Et donc du coup là me dit le boss me dit ok bah écoutez honnêtement c'est pas déconnant, il y a un truc, surtout au vu de la progression qu'il a eu aux journées, le fait qu'il ait jamais roulé dans une monoplace, donc bah nous on est prêt à lui laisser un baquet, et à faire qu'il devienne pilote pour nous quoi. Donc là bah forcément hyper heureux. Tout de suite il y a les souvenirs de Maranello et du Castellet au World Series qui ressurgissent, hyper content, et le début des emmerdes, un peu pour moi mais surtout pour mes parents surtout. Et justement, c'est important, je pense, d'en parler, Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, l'imaginent tout simplement pas, pourtant c'est une réalité du sport auto. bien sûr. Quelles sont les emmerdes dont tu parles? Bah tout simplement parce que moi c'est pas mon monde de base. Je suis arrière-petit-fils de paysan, donc du coup c'est pas d'agriculteur, donc c'est pas du tout mon monde. On connaît personne, on n'a pas de réseau, on n'a pas la puissance de feu financière de tous ces pilotes. Faut savoir que c'est pas une bombe que je vais lâcher, mais il faut savoir que dans le sport automobile, il y a une consanguinité qui est vraiment énorme, tu vois. Donc c'est vraiment que des fils d'eux, des petits-fils d'eux ou des. Enfin bref. Et du coup, moi, je suis le seul entre guillemets à faire partie de ce monde-là. En tout cas, à vouloir faire partie de celui-là. Et donc du coup, le problème vient de comment je vais arriver à tout simplement à boucler ma saison et à réussir à boucler le budget pour la saison 2015 en fait. Donc là, j'ai 3 mois pour trouver 150 000 euros plus ou moins. Voilà, c'est ça. Et c'est important de parler un petit peu de Ouais, montant, même si voilà, c'est pas forcément le but, mais voilà, il faut quand même que tu réunisses 150 000 euros. c'est ça. C'est pas rien non plus, quoi. Non, c'est énorme, surtout quand t'es entre guillemets modeste. Enfin, et du coup, comment je peux faire ça? Comment je peux arriver à boucler? Comment je vais devoir parce qu'il y a aussi des comment dire, des obligations entre guillemets légales. Il faut monter une structure juridique, donc une association. Il faut aller démarcher les entreprises. Moi, ma mère, elle a tout fait en sorte pour y arriver. Mais en travaillant à côté, donc quand t'es cadre et que tu travailles 50 heures par semaine, c'est chaud aussi. Donc vraiment un chamboulement monumental de la vie de tout le monde, quoi. Finalement, il y a toute ta famille qui tourne autour de ce projet. Ça devient un peu le centre de toutes les attentions, quoi. Absolument. Et c'est aussi en grande partie grâce à eux que j'ai pu réunir une bonne partie du budget. La dernière fois, je te faisais le parallèle sur les startups. En gros, moi, j'ai réussi à lever de la love money, c'est-à-dire l'argent de la famille, et qui m'ont permis de commencer à financer la saison, quoi, tout simplement. Donc, j'ai commencé comme ça. Parce que je crois que tu as fait aussi un crowdfunding. Donc, crowdfunding, un financement participatif pour les gens qui sont pas habitués à ce terme. Voilà. À l'époque où c'était pas connu, enfin un peu moins connu qu'aujourd'hui avec l'exploit monumental qu'a fait Villebrequin pour la multipla et leur 1 million. Incroyable. Ouais, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait un KissKissBankBank et j'ai réussi comment dire, à récolter 10 000 euros grâce à ça. Donc 10 000 euros là, avec un peu d'argent aussi de ma famille, un peu des banques, un peu des sponsors, aussi du financement en nature, donc des billets d'avion, tout ce genre de choses qui peut être utile pour la saison. Et on commence comme ça, un peu bancal, mais avec plein d'envie et plein de motivation pour arriver à faire quelque chose de bien. Et du coup, pour être, on va dire, 100% dans le personnage, je pars en cours d'année. Donc du coup en janvier, donc la rentrée de janvier, je la fais au Mans, dans les structures de l'Autosport Academy, et j'intègre pleinement
le monde du sport auto, quoi. Mhm. Et donc tu commences la première course en février, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on avait quatre essais de pré-saison avec tous les prétendants pour le championnat, tous les pilotes. Et du coup, premier meeting effectivement à Lédenon. Et là, première un peu désillusion. J'arrive à être vite sur un tour, on va dire, où il y a personne en essai. Pendant les essais, je suis, on va dire, dans le top 7 à peu près, tu Ouais. vois. Mais par contre, en course, zéro expérience. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Donc, je fais tant bien en plus, j'avais des soucis mécaniques en qualif, donc obligé d'abandonner. Je pars dernier. Et du coup, là, obligé de remonter et d'apprendre sur le tard, en fait. Apprendre sur le tard. Et, euh, et je crois que j'arrive quand même à faire pour la course 2, à décrocher mes premiers points, à rentrer dans le top 10. Mais ouais, c'est quelque chose de compliqué. C'est absolument pas comme des essais. Et surtout quand tu roules avec des gens qui ont peut-être 100 fois tes moyens et qui ont pas à se tracasser du côté financier et qui ont pas ce côté-là psychologique en tête quand ils mettent leur casque, bah c'est un peu plus compliqué. Concrètement, pour parler simplement, Ouais, il y a un gouffre entre rouler seul et faire le meilleur temps que absolument. Ouais, rouler entouré donc de 19 c'est autres ça. monoplaces, sachant, comme tu le disais, que à partir du moment où tu casses, toi, tu dois payer. C'est ça Exactement. aussi le... Donc, tu vas moins fort, forcément, C'est que ça. quelqu'un qui, entre guillemets, est un peu insouciant. C'est ça en fait, c'est que bah, du coup, si tu veux, une F4 ça coûte peut-être 60 000 euros. T'as une coque carbone si elle est fissurée, mais fissurée, genre sur 5 centimètres, c'est mort, faut la changer parce que FIA oblige. Et du coup, ben ouais, voilà. Admettons, t'es côte-côte avec quelqu'un, avec un mec à côté de toi. Bah, tu seras peut-être pas le dernier à freiner, quoi. Donc c'est un peu ce genre de cas de figure qui fait que ben t'es un peu moins performant. Et après, faut se l'avouer, j'avais beaucoup moins d'expérience, surtout zéro expérience en course. Donc ouais, c'est plus chaud. Donc le premier meeting se passe, on va dire correctement. J'apprends un petit peu et puis voilà, la saison se déroule. Je vais sur des circuits qui sont top. Donc les Denon est un très très beau circuit régional, mais très très beau circuit. Le deuxième meeting, il me semble que c'était à Pau, Mhm. dans la ville de Pau, un peu comme Monaco, pour ceux qui voient pas l'idée de rouler en ville, quoi. Donc du coup, à l'époque, il y avait en 2015, je crois qu'il y avait Charles Leclerc qui était en F3. Lui il roulait en F3 à Pau et nous on était en F4. Il y avait Esteban Ocon également. Donc c'est vraiment un super rendez-vous. T'as plein de pilotes et c'est vraiment, je le conseille à tout le monde. Juste petit aparté, donc Esteban Ocon et Charles Leclerc sont maintenant des pilotes de Formule 1. Ouais, Pour ceux qui sont ouais, pas ouais, encore, enfin qui sont pas forcément adeptes de la Formule 1, voilà. c'est Donc ça. le top du top niveau en fait. Ouais, le gratin des jeunes pilotes. Et donc voilà, l'un chez Renault et l'autre chez Ferrari aujourd'hui. Et du coup, voilà, je fais pareil. Je crois que je fais mon meilleur résultat à Pau. Je fais une 7e place, ou 6 ou 7e. Et après donc après je retourne au Mans, pardon. Et meeting au Mans assez compliqué. Il flotte. Les budgets commencent à être de plus en plus, enfin l'échéance en tout cas pour payer la saison commence à se rapprocher. Faut sortir vraiment des gros sous et, euh, et c'est chaud. Donc du coup, ça te prend un peu la tête. Concrètement là, donc c'est un échéancier, tu payes au fur et à mesure. T'as pas eu C'est à ça. payer les cent Ouais, cinquante mille euros d'un coup, sauf que ouais, là tu commences à avoir les caisses vides. exactement. Et concrètement, est-ce que tu peux continuer? C'est ça la question quoi. Voilà, c'est ça. Donc en plus de ça, enfin, il y a pas mal de pilotes à l'époque qui étaient déjà vraiment, vraiment bien accompagnés en termes de structure de leur carrière. Donc, ils avaient tous des gars qui s'occupaient de booker leur budget. Il y avait des coachs, des psychologues, des physios qui étaient là, mais genre perso, tu vois. Donc, du coup, moi, j'avais la casquette de tout. Enfin, je devais tout gérer, et la course et la perf en plus de ça. Donc ouais, là, l'obligation pour payer le budget vient
et je fais Le Mans, et après je fais ce qui sera ma dernière course, donc et une super course parce que c'était sur le circuit de F1 de Budapest, et c'était, même si c'était pas, je savais que c'était la dernière et que le rêve était fini. Enfin voilà, c'était un super moment. T'avais de grands pilotes qui étaient là-bas, et des beaux souvenirs malgré tout. Mais est-ce que d'une certaine manière, c'est pas celle que t'as le plus appréciée parce que vu que tu savais que c'était fini, que t'étais plus entre guillemets, dans le stress de l'incertitude, tu t'es dit, bah, allez, profite de ce dernier moment, quoi. D'un certain côté, oui, tu peux arriver à, comment dire, à te rattacher à cette philosophie. Mais quand tu es quelqu'un de compétitif, on va dire que tu as goûté à la meilleure chose du monde, qui est la compétition automobile pour moi, et que tu sais qu'on va te l'enlever dans très peu de temps, Ouais. bah, ça te fait vraiment mal, quoi. Bah, Donc, c'est sûr. à ce moment-là, honnêtement, là, comment dire, le fait de dire que je suis délaissé de ce poids psychologiquement, il est vraiment contrebalancé par le fait que bah, je vais arrêter la F4, que je vais retourner dans mon patelin et que je vais abandonner mes rêves. Ah, ouais, t'es dégoûté parce que concrètement, tu vas retourner dans ta petite ville du Var. Ouais, Mais j'imagine qu'il y a une question qui te tourne encore dans la tête, c'est comment je vais pouvoir continuer à prendre du plaisir derrière un volant, finalement. exactement. Bah, c'est un peu le deuxième chapitre de ma vie. Après des longs mois compliqués après la F4, tout le monde dans le lycée était au courant de ce que je faisais, pourquoi j'étais parti, et tout le monde te dit bon bah pourquoi tu reviens, c'est bizarre, qu'est-ce que t'as fait, t'y es pas arrivé, et donc c'est chaud, et derrière se pose la question suivante, c'est comment est-ce que je vais arriver effectivement à pouvoir continuer de vivre ma passion un petit peu, sachant que les caisses sont vides, que je vais devoir entre guillemets ruser de pas mal de stratagèmes pour pour kiffer derrière, pour continuer à kiffer derrière mon volant, hein, derrière un volant. Donc comment est-ce que je vais arriver à faire ça en fait? On va arrêter le suspense. Qu'est-ce qui arrive justement pour toi? Quelle est un petit peu l'astuce, la solution que tu trouves pour Ouais, justement trouver c'est un espèce de palliatif en fait. vraiment c'est ça. T'as le mot juste, c'est un palliatif, c'est et la solution pour moi, ça a été voilà, l'investissement automobile. Alors investissement, c'est un peu, ça a pas toujours bonne presse, mais concrètement, c'est vraiment acheter malin, acheter intelligemment pour pouvoir arriver à acheter des caisses plaisir qui peuvent devenir des délits, toute proportion gardée, et qui prennent en valeur et qui vont te permettre petit à petit de monter en gamme si tu les revends bien, si tu fais de la plus-value. Et pour moi, c'était la seule possibilité que j'avais, c'était de mettre à profit mes connaissances en tant que passionné d'automobile, et en même temps ce côté un peu investissement et placement. Et c'est comme ça que je me suis payé ma première caisse en fait. Et justement, donc là, tu as dit deux mots qui sont peut-être sûrement évidents pour la plupart des auditeurs, mais juste qu'est-ce plaisir daily? Donc daily, c'est une voiture qu'on utilise tous les jours, d'où le nom daily, Ouais, parce que tu peux pas te permettre c'est forcément ça. d'avoir plusieurs voitures en même temps, parce que tu le disais, t'as pas beaucoup d'argent. Ouais, voilà, surtout que j'ai 18 ans, donc pas un budget illimité. Et ça commence par, c'est quoi la première voiture? Quel est le démarrage? Ouais, donc du coup, moi, je me paye ma première caisse en travaillant chez McDo. Et du coup, je me dis, voilà, maintenant j'ai 1600 euros de budget. Je veux surtout pas retourner chez McDo. Ça me ferait énormément de mal de perdre de l'argent, enfin de perdre l'argent que j'ai durement ramassé pendant cet Euro 2016 pendant l'été. Qu'est-ce que j'achète? Ben, très rapidement, je me suis tourné vers les 205. J'étais assez fan de Peugeot, et ne pouvant pas m'acheter une GTI parce que déjà à l'époque elle était assez chère, je me suis tourné vers une XS qui était en fait montée GTI. Je l'avais acheté à un jeune mécano qui travaillait chez Porsche et qui avait reçu une 205 XS de sa grand-mère défunte et qui l'avait complètement, on va dire, bichonné et remis à neuf en la montant GTI. Donc avec tout ce qui va bien dessus, en ajoutant une petite ligne Group N assez sympathique, et les jantes bien sûr de la GTI. Donc concrètement, pour être vraiment clair, c'est une 205 XS, mais qui a le look d'une GTI, mais elle n'en a pas les attributs. Ok. C'est ça, qui a été GTifié plus ou moins. Exactement. Et comment ça se passe? Tu sens le coup directement? Comment tu vois les choses un petit peu? Ouais, je vois que la voiture a vraiment, en termes de valeur perçue, a vraiment un intérêt important, qu'elle est en dessous de la cote,
la personne veut s'en séparer rapidement. Donc il y a pas mal de facteurs qui tournent en ma faveur. Elle est peu kilométrée, je crois qu'elle avait 60 000 km à l'époque, donc pour une voiture qui était de 85, il me semble, c'est vraiment pas beaucoup. Donc du coup, j'appelle le jeune, je lui dis que je suis du sud, que forcément monter, ça va engendrer des coûts, donc j'arrive à faire baisser le prix. Quand je monte en Alsace avec mon beau-père, je l'essaye. On va dire que je sors un peu le calepin comme font tous les acheteurs. Je fais des milliards de lignes en disant bah écoutez, il y a ça aussi qui va pas. Et j'arrive encore à faire baisser le prix. Donc du coup, j'achète la voiture à un prix vraiment hyper attractif. Je m'en sers pendant un an. Je kiffe. Franchement, c'était une voiture super sympa. Ça a vraiment permis du coup de pallier à ce manque de F4, de sport auto. Et je l'ai revendu un an après en faisant une super plus-value dessus, quoi. Donc ça a été ma première expérience vraiment de plaisir automobile avec une voiture entre guillemets normale et de plus-value et de placement. Concrètement, t'as doublé ta mise, c'est ça? Ouais, presque, ouais. Mais tu t'es surtout fait plaisir pendant un an, c'est ça qui est génial dans l'histoire. Exactement, c'est ça. Donc en fait, quand tout à l'heure dans l'intro j'ai dit être payé pour rouler, en gros c'est ça l'idée même de ce que je fais aujourd'hui, de mon travail, c'est vraiment d'acheter une voiture, de s'en servir et derrière de la revendre plus cher. Bah, c'est comme quand tu as été pilote professionnel, tu es payé pour rouler quand tu es pilote. Bah là, l'idée, c'était voilà, de faire pareil, avec une voiture achetée intelligemment qui prend en valeur, pouvoir la revendre plus cher pour prendre une plus-value à la fin, en fait. Et avant que tu aies l'idée d'en faire, entre guillemets, un business, comment ça se passe après la vente de cette 205? Quelles sont les prochaines? Enfin, les suivantes, plutôt. Ouais, après, donc là, j'ai 18 ans. Cette voiture, je m'en sers un petit peu. Je pars un an en Angleterre pour souffler un petit peu, pour voir autre chose. Et du coup, je redescends, je la vends, je prends une plus-value, une belle plus-value. Donc, je double quasiment la mise en ayant roulé peut-être 8000 bornes avec. Et là, j'ai besoin d'une voiture qui est assez fiable parce que je vais devoir aller à Aix-en-Provence tous les jours faire 80 km pour mes études. J'ai fait une école de commerce. Et du coup, voilà, j'ai besoin d'une voiture assez fiable, qui est capable de, entre guillemets, manger des kilomètres, mais qui en même temps qui a un peu de gueule, qui est sympa et qui est jolie. Et donc du coup, je me tourne assez vite sur Honda et la Prélude. Donc j'ai acheté dans la foulée une Prélude 3G, donc celle qui a les phares pop-up. Je mettrai des photos encore une fois hein, pour visualiser tout ça. Ouais, voilà, bah, comme les Mazda MX-5 NA. Ouais. Et voiture top. Je l'ai bien négocié aussi également et je l'ai revendu pareil, j'ai fait une plus-value. Sauf que la plus-value était un peu moins importante cette fois-ci, je crois que j'ai fait 800 € de plus-value. Mais derrière, j'ai roulé 20 000 km avec, donc clairement pas une perte, quoi. Tout à fait. Mais toujours en ayant, tu vois, ce côté passion. Je suis parti en voyage avec. Elle était vraiment géniale. Et du coup, je me suis régalé au volant de cette voiture. Et après, je l'ai revendue pour acheter autre chose. En général, je fonctionne comme ça. Tous les ans, je vends mes voitures. Je pense qu'on est quand même beaucoup à fonctionner comme ça quand tu veux goûter à différentes voitures sans forcément te ruiner. Et puis bon, effectivement, si derrière tu peux réinvestir dans un plus bel achat derrière, c'est toujours intéressant. Et justement, c'est ce que tu fais avec la prochaine qui est quand même un pas en avant, clairement. Ouais, clairement, c'est un gros coup, un gros gap. Là, là, je me dis, voilà, j'ai un petit budget qui commence à être sympathique. Donc, en fait, je fais de 1600 j'arrive à 5000 €. C'est un budget qui est plutôt bien. T'as pas mal d'opportunités. Et du coup, là, je me replonge quand même dans les vieux Top Car Magazine de mon grand-père. Je vais dans le grenier. Je regarde tout ce que je peux trouver sur la BMW E30. Et je crois que le jour même, je trouve une occasion en or. À l'époque, la BM, la E30, donc c'est une voiture des années 85. Et la E30 avait pas encore explosé. Et je décide de réitérer l'expérience de la 205, c'est-à-dire acheter une voiture lambda,
mais en fait la modifier pour qu'elle ait l'apparence, là en l'occurrence c'était d'une Alpina. Donc j'étais face en fait à un bouquin de 86, il me semble, c'était un autojournal 86 de mon grand-père qui l'avait gardé, et je vois l'essai de 85 de cette voiture, et 2 pages plus loin je vois l'Alpina, et je me dis voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre ma E30, je vais augmenter la valeur perçue, toujours pareil, et comme ça je pourrais peut-être la revendre encore un peu plus cher. Alpina étant un préparateur BMW exclusivement, hein, pour je mettrai encore une fois des photos pour vous voir, mais en tout cas c'était des prépas essentiellement esthétiques et moteurs sur les Alpina. Ouais, c'est ça. Donc je décide de faire ça, j'appelle la personne qui était en Alsace, je lui explique que pareil, ça va engendrer des coûts, le déplacement, patati patata, je ressors le calepin, et le bon vieux calepin, et du coup j'arrive à bien faire baisser le prix. C'était encore en Alsace? T'achètes toutes tes voitures en Alsace, toi? Non, c'était pas en Alsace, c'était au Mans. Ah, ok. À côté du Mans, ouais. Ok. Ouais. Alsace c'était la 205, on est d'accord? Alsace c'était la 205, ouais, excuse-moi. Là, c'était à l'opposé, et pareil, je monte, je descends avec la voiture, elle est vraiment top, il y a aucun problème, et là, je commence à chercher sur internet toutes les pièces entre guillemets d'origine Alpina. Donc, j'arrive à faire importer des jantes Alpina d'Italie, parce que l'objectif c'était vraiment pas de faire du bricolage, c'était vraiment d'avoir des pièces entre guillemets d'époque, qui est vraiment une valeur qui fasse augmenter la valeur de la voiture. Donc j'ai mis un point d'honneur à trouver les bonnes pièces, et voilà, j'achète tout ce qu'il faut pour faire mon Alpina. Et pareil, voiture de dingue, le 6 cylindres en ligne de BM, pour ceux qui connaissent, c'est quand même quelque chose. Même si c'était que le 320i, c'était quand même assez sympathique. Surtout que mon grand-père avait une 30 320i, et quand j'étais jeune, je me rappelle que c'était vraiment une voiture qui m'avait marqué en fait, parce que le 6 cylindres, c'est quelque chose quand même. Et du coup voilà, je redescends avec ma propre 30, et je m'en sers pareil pendant 1 an avant de la revendre, du coup pour 3 fois le prix que je l'avais acheté. Concrètement, donc on a bien compris, tu la prépares pour provoquer le coup de cœur tout simplement, ce qui ferait que la personne paiera plus cher que la valeur originelle de la voiture. C'est ça. Mais là, tu as quand même fait des gros travaux dessus. Ouais. Comment t'as fait? T'as fait tout seul la peinture? Je pense que t'as travaillé, tu disais l'amortissement aussi. Ouais, c'est ça. En fait, j'évaluais un petit peu le potentiel de revente, et tant que je rentrais dans mes frais, je me disais je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir effectivement refaire la peinture, je vais pouvoir acheter les petits liserés en or qu'il y avait à l'époque sur les E30, que j'ai retrouvés, que j'ai fait faire par un mec. J'ai donc les jantes forcément, et au final la voiture prenait tellement en valeur que la E30 prenait tellement en valeur que du coup tout de suite je suis rentré dans mes frais en fait. Ouais, donc c'est un alignement un peu des planètes aussi, c'est-à-dire que t'as fait un bon coup, t'étais pas sûr, mais t'avais quand même une bonne intuition. Ouais, voilà, j'ai fait un gros travail de recherche pour savoir quand même quelle voiture était susceptible de prendre en valeur. Ouais. Il y a quand même des règles immuables qui te permettent d'isoler les voitures à fort potentiel. C'est pas systématique, c'est pas une formule magique, mais t'as quand même un dénominateur commun qui est pour toutes les voitures qui prennent en valeur en fait. Donc du coup j'ai quand même fait un bon travail de veille, on va dire, dans le grenier de mon grand-père. Et après, ouais, comme tu dis, alignement des planètes, tout le monde veut une E30, et voilà, elle bénéficie déjà pas mal à l'époque d'un effet d'aubaine de sa grande sœur, la M3, qui a fait une explosion en 10 ans, en passant de 10 000 euros à 50, 60 000 euros. Et donc du coup, peu de personnes pouvant s'offrir entre guillemets le luxe d'avoir une M3 se sont fatalement tournés vers les E30 normales. Phénomène assez classique que tu retrouves sur énormément de voitures à chaque fois quand un véhicule devient hors de prix. On a tendance à se réintéresser aux premières qui étaient délaissées. Exactement. C'est ce qui s'est passé en fait aussi avec la 205 au final. Exactement. Je pense notamment à la Porsche 996 qu'on a beaucoup décriée et qui maintenant revient un peu dans les cœurs de tout le monde. Ah ouais. En ce moment c'est vraiment le good deal, la 996. Même le 980, le Boxster. Clairement.
Et donc, tu la revends super bien. Ouais, Tu fais un x2, x3. ouais, x3. Qu'est-ce que tu t'achètes ensuite? Parce que là, ça commence à être vraiment excitant quand même. Bah là, ça commence à être bien. Ça fait 3 ans que j'investis, donc j'ai 21 ans. À la base, j'étais parti avec pas grand-chose, en faisant les choses, entre guillemets «bien» et en prenant mon temps, mais en étant opportuniste. C'est quand même un travail d'équilibriste entre l'opportunisme et en même temps, le fait de bien faire les choses et de prendre son temps. Ouais. Et là, j'arrive ouais, voilà, à masser un petit pactole sympa que j'aurais jamais pu avoir si jamais j'avais acheté admettons, un diesel. Et là, j'ai une super opportunité, une super occasion sur une Lotus Elise 111S. Donc les premières séries, moteur Rover, et voilà, là, ça commence vraiment à être une caisse plaisir, une caisse géniale. Et pareil, là, je mets un peu plus de budget, mais je décide de pas laisser passer l'opportunité. Et j'ai eu raison parce que c'est ce qui a été ma deuxième plus grosse plus-value au final. Donc voiture de dingue. Et surtout, tu retrouves presque les sensations de ta Formule 4. Ouais, c'est ça. Au final, j'écoutais hier l'épisode avec Erwan et en fait, ce parallèle avec les graines que tu sèmes dans le passé et qui se retrouvent à l'avenir, au final, c'est ça, tout simplement. J'ai retrouvé les sensations qu'on pouvait avoir en F4. Voiture vraiment hyper légère. On va pas répéter le Light is Right de Colin Chapman, mais bon, je l'ai fait, mais, euh, mais au final, ouais, voiture légère, petit moteur, assis très bas, et voilà, c'était à 21 ans, c'était vraiment top, quoi. Pour donner quelques chiffres, je crois qu'on est sur 145 chevaux pour 750 kilos, quelque chose comme ça, non? Exactement, c'est ça. Ouais. Moteur central arrière, donc répartition des masses au top, et, euh, et rouler jeunesse, ouais, c'était vraiment une super voiture. Ouais, on est sur le pur plaisir auto, là. C'est clair que t'es pas trop sur le confort, t'es vraiment que sur le plaisir de conduite. Ouais, voilà, c'est vraiment le plaisir sous son plus simple apparat, c'est dépouillé et c'est vraiment centré sur la passion. Donc voilà, c'est ces choses-là qui m'ont mené à mon activité aujourd'hui, je me suis dit, ça serait bête que certains passionnés ne puissent pas bénéficier de ce système, quoi, de le démocratiser en fait. Et comment tu essayes de le démocratiser, justement? Du coup, j'ai monté il y a 2 ans une société qui s'appelle Vanquish Invest, où je propose des services de conseil, c'est de la formation pour tous les passionnés qui désirent être payés pour rouler. Donc tous les passionnés qui se destinent à arrêter de perdre de l'argent avec leur voiture actuelle et à vivre leur passion et vivre de leur passion aussi un petit peu. Et on peut retrouver. En fait, c'est une formation concrètement, c'est une petite formation. C'est ça. Une masterclass, on peut parler de masterclass? Ouais, c'est une masterclass une formation qui vraiment englobe à 360 degrés l'investissement automobile. J'ai condensé vraiment tout ce que j'ai appris pendant ces années d'investissement. Et ça, voilà, il y a 5 modules, ça dure 5 heures. Tu as énormément de choses qui sont incorporées au pack, de l'accompagnement, un groupe privé d'investisseurs qui s'aident et s'entraident. Et voilà, j'ai condensé vraiment, au final, pour refaire l'image de la graine, j'ai refait ce que j'aurais voulu avoir quand j'avais 18 ans. Hmm. Ok. J'aurais rêvé avoir une formation comme ça, j'aurais rêvé avoir quelqu'un qui puisse m'expliquer, et du coup, j'ai fait ce que je voulais avoir, en fait, tout simplement. Ok. Bah, si des personnes sont intéressées, elles n'hésiteront pas à te contacter, je pense. Bien sûr. On parlait beaucoup de plaisir automobile, tu vois, pendant l'épisode, mine de rien, on l'a pas forcément verbalisé en tant que tel, mais c'est ce qui revient tout le temps. Ouais. Pour toi, l'automobile actuelle, est-ce qu'on est toujours dans cette veine-là, ou t'as plus tendance à te tourner vers justement des voitures plus qu'on appelle young timer, donc voitures des années 90-2000 maintenant, puisqu'on est en 2020? Comment tu vois les choses? Ouais, écoute, franchement, il y a de tout, et c'est vrai que je me suis pas forcément posé la question, mais ouais, t'as des voitures qui sont quand même aujourd'hui tournées et centrées vers le plaisir automobile. Tu vois, je pense effectivement à Pagani qui font des trucs de dingue. Bon, c'est certes très très cher, mais ouais, il y a des constructeurs qui sont encore un peu à l'écoute de des passionnés. T'as notamment, là je réfléchis, j'ai en tête un constructeur français
qui est complètement patient oriented en fait, c'est Janarelli. Bien sûr. Tu vois, et ça, je trouve que c'est bien d'avoir des résistants, des gars qui font des trucs comme ça, et qui sortent des voitures incroyables. Alpine a sorti un super modèle avec son A110. Donc je pense que l'automobile a encore de beaux jours. L'automobile d'occasion a de très très beaux jours devant lui, je pense, parce qu'avec ce qui tombe sur le neuf avec les malus écologiques, je pense que ça va faire beaucoup de bien au marché de l'occasion. Mais je suis pas un aficionados des Youngtimers, je suis pas un aficionados mordu et converti, je sais pas moi, des voitures d'après-guerre. Honnêtement, j'aime tout T'es tant éclectique. que c'est bien, tant que c'est bien fait, ouais, tant que c'est bien fait et tant que c'est vraiment centré sur la passion. Ok. Et pour revenir un peu à tes projets à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, d'aider de plus en plus de passionnés, continuer à aider tous les gens qui font confiance à Vanquish Invest, et de développer au maximum la société pour pourquoi pas proposer d'autres formations sur le sujet, et qui sait peut-être ouvrir aussi un jour un garage en physique, parce que le digital, ça te permet de faire des choses magnifiques. Aujourd'hui, on enregistre quelque chose à distance, un podcast à distance, Tout à fait. c'est beau. Mais moi, je sais que voilà, ce qui me fait aussi plaisir, c'est de pouvoir rencontrer ces passionnés-là, échanger, et pourquoi pas voilà, leur vendre plus tard des voitures qui correspondent au final à ma philosophie. Donc honnêtement, c'est quelque chose que j'ai envie aussi de développer dans les années à venir. Puis c'est sûr que le contact, le présentiel entre passionnés, ça a pas de prix, et le digital, on en parlait en off avant, ça a quand même ses limites. Absolument. Et évidemment, on aurait Ouais, préféré tourner absolument. cet épisode en présentiel. Les circonstances ne nous le permettent pas, mais on se verra très bientôt, c'est pas un souci ça. Ah ouais. Pour finir quand même sur une note bien joyeuse, Oui. c'est quoi encore ton rêve ultime automobile? Bah écoute, une des voitures que j'aimerais beaucoup m'acheter dans peu de temps, ça serait une R8 V8 boîte méca. J'adore cette voiture. Honnêtement, ça serait mon rêve auto à court terme. Après, si j'avais vraiment nos limites, ça serait peut-être F40 ou 288 GTO. Ça serait vraiment des caisses c'est vraiment des caisses qui me font rêver, et pour moi, c'est des monuments, c'est des trésors, mais en même temps que j'aimerais bien rouler un jour. Et tu as encore des voitures quand même qui commencent à dater un peu, quoi, Ouais, carrément. finalement. Bah, c'est vrai que tu vois, là, c'est deux Ferrari, mais ouais, t'as la Exige V6 qui est top. Non, t'as des très très belles voitures, mais 288 GTO, ça serait quelque chose de grand, je pense. Ah bah tu m'étonnes. Bah, je pense que tu auras une liste longue comme le bras, Oui, comme oui. tout bon passionné. Mais je vais pas te relancer là-dessus, sinon on va encore faire un épisode d'1 heure et demie et on va me dire que c'est encore trop long. Mais en tout cas, Théophile, c'était un plaisir de tourner cet épisode avec Partagé, toi. ouais. C'est vrai que ça aurait été encore mieux en présentiel, mais on se verra très vite. Ouais, on aura l'occasion de faire l'épisode 2. Ouais, on fera l'épisode. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être sur un circuit, j'espère. Un de ces Ouais, quatre. bien On sûr, sera peut-être avec grand spectateurs tous les plaisir. deux, mais Avec grand plaisir, on fait ça quand ça tu pourrait veux. être cool, quoi. Et ben à plus, Théophile. À plus, Yann, je te remercie. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou encore à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Théo MK1 qui écrit des anecdotes qui sentent bon l'essence et des guests tous plus intéressants les uns que les autres, tout cela mené de main de maître par Yann. D'ores et déjà une référence. Écoute Théo, merci beaucoup. Je sais pas si ça en mérite tant d'éloges, même si c'est vrai que la semaine dernière on était numéro 1. Donc merci beaucoup à vous tous pour vos écoutes, pour vos encouragements. C'est incroyable ce que je vis grâce à vous. Le podcast est très 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 loin d'être terminé, croyez-moi, ce n'est que le début. Et ça me touche vraiment beaucoup, tous ces encouragements. Donc j'espère que vous régalez toujours autant que je peux me régaler à vous enregistrer tous ces épisodes. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast.
Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.